Excellente soirée à vous tous. Merci de nous rejoindre. Pendant 48 heures, membres du gouvernement et experts portent leurs réflexions sur la mise en place d'un nouveau modèle de croissance économique dans le cadre du prochain PND, Plan national de développement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé dirige un séminaire gouvernemental depuis ce matin. Les idées doivent converger pour faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. On va suivre également ces échanges entre Bruno Foucault, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. À la permanence du Sénat ici à Abidjan, les deux personnalités ont parlé de la contribution des parlementaires de l'espace francophone et le soutien de la paix à travers le monde. Et puis, découverte ce soir, ou redécouverte pour ceux qui se sont déjà rendus à Yamoussoukro pour visiter ces nombreux sites touristiques. La capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983, appelée aussi la ville des lacs. Elle en compte une vingtaine, mais le plus visité est le lac aux Caïmans, situé en face de la présidence Immersion dans quelques instants seulement. Mais tout d'abord, rendons-nous au Sofitel Hôtel Ivoire où se tient un séminaire gouvernemental depuis ce matin. Pendant 48 heures, membres du gouvernement et experts portent leurs réflexions sur la mise en place d'un nouveau modèle de croissance économique dans le cadre du prochain PND, Plan national de développement. Des travaux placés sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Jean-Luc Bambo. 2 jours de réflexion et de discussions stratégiques pour définir la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire. Réunis au Sofitel Hôtel Ivoire, les membres du gouvernement, accompagnés d'experts internationaux, s'attellent à poser les bases du prochain Plan national de développement 2026-2030. Un enjeu de taille, car le pays ambitionne d'atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035. Le PND 26-30 devra accélérer la transformation économique et sociale amorcée dans un contexte international difficile et en pleine mutation. Une transformation qui passe par un nouveau modèle de croissance économique plus inclusif et durable, en s'inspirant des meilleures pratiques à l'international. Le président de la République a accepté qu'au-delà de notre analyse interne, la présente session technique enregistre la participation de nombreux experts à l'expérience établie. Cette présence vise à procéder à une analyse extérieure approfondie des problématiques et à permettre au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement d'en extraire les aspects cruciaux qui contribueront à une meilleure finalisation du PND. L'accroissement de la productivité agricole, le développement du secteur privé, l'investissement dans le capital humain et la réduction des disparités régionales sont autant d'axes stratégiques abordés dans ce séminaire. L'objectif est de réduire significativement la pauvreté, comme le gouvernement a eu à le faire depuis 2011, en passant de 55% en 2011 à 37,5% estimé en 2021, soit la baisse la plus importante depuis 1985, année à partir de laquelle elle s'était inscrite dans une tendance haussière continue. Les conclusions de ce séminaire seront déterminantes pour orienter les choix stratégiques du prochain PND, un projet national qui vise non seulement la croissance, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Un second titre à développer maintenant, ce sont les échanges entre Bruno Foucault, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. À la permanence du Sénat ici à Abidjan, les deux personnalités ont parlé de la contribution des parlementaires de l'espace francophone dans le soutien de la paix à travers le monde. On voit cela avec Herman Guivet. Permanence du Sénat à Abidjan, Bruno Fuchs, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, reçu en audience par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. 2 grands sujets évoqués au cours de cette audience, la paix dans le monde, les crises politiques et militaires qui alimentent l'actualité internationale. Sur ces différents sujets, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a livré ses avis. Idem sur le rôle des parlementaires pour le règlement des conflits et pour le maintien d'un climat pacifique. Madame la Présidente a beaucoup insisté sur l'importance des parlementaires pour contribuer à une situation de paix
celle que vous vivez en Côte d'Ivoire maintenant depuis un long moment, la capacité à produire des processus pour aller vers la paix là où les pays ne le sont pas, de façon à créer d'abord de la paix pour les citoyens, mais aussi de la prospérité pour les citoyens. Nous sommes en phase, lorsqu'il n'y a pas de paix, eh bien, ce détriment des citoyens est plus en difficulté. Et donc quand vous êtes élu, représentant les populations, vous devez vous préoccuper avant tout du bien-être, de la sécurité et du bien-être des citoyens qui vous ont fait confiance. Comment les parlementaires de cet espace francophone sont capables d'apporter des solutions à nos concitoyens et aux concitoyens des pays qui vivent dans l'espace francophone. Et c'est toutes ces questions-là que l'on a abordées en termes de diplomatie parlementaire, en termes de capacité à produire des lois qui créent plus de protection et plus de bien-être pour nos concitoyens. La Côte d'Ivoire, reconnue pour son engagement en faveur de la culture de la paix, a une énième fois été citée en exemple au cours de cette audience. Un autre enjeu majeur cette fois pour l'Afrique, comment développer l'IA sur le continent. Les atouts, mais également les obstacles ont été relevés lors d'une rencontre en marge du sommet de l'intelligence artificielle à Paris, en France. Gabriel Zali, Aziz Ganiou. Ils sont principalement des décideurs du privé, porteurs de projets, investisseurs et membres de gouvernement. À l'initiative de Smart Africa, ils se sont retrouvés au Crédit municipal de Paris dans le 4e arrondissement, dans le village de l'IA pour l'Afrique, pour débattre de l'approche des États africains face à l'intelligence artificielle. Selon l'organisateur des débats, il faut une seule démarche pour l'Afrique face à l'avènement de l'IA. Inclusivité. C'est-à-dire l'inclusion sociale. D'abord, on parlait de l'inclusion numérique. L'inclusion sociale, qu'est-ce qui peut nous permettre aujourd'hui de faire le saut de guépard, de telle sorte que les gens qui n'ont pas été à l'école, qui arrivent à jouer un rôle dans la vie sociale, qui est le développement socio-économique. Chaque data center, c'est à peu près entre 5 et 10 mégawatts. Alors vous avez 100 payés, ça fait combien déjà? 500 mégawatts. Les data centers de IA commencent à partir de 100 mégawatts. Mais on ne peut arriver là que si on réunit nos efforts, on travaille sur l'harmonisation des politiques entre nous, on travaille sur les infrastructures communes entre nous. La jeunesse africaine est un capital humain certain, fasciné par l'intelligence artificielle. Mais alors, comment développer une IA pour ces jeunes quand seulement 65% du continent est couverte en électricité? Comment surpasser la barrière des langues locales? C'est en cela que ces panélistes partagent l'approche de l'inclusion. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en effet, la grande difficulté en Afrique, c'est d'avoir des systèmes qui sont complètement hétérogènes et qui discutent très difficilement. Il n'y a pas du tout d'unité dans les différentes offres, les différents produits, les différentes solutions. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on arrive à avoir, pour une fois, un sentiment d'unité et la volonté de faire quelque chose ensemble. La Côte d'Ivoire était aussi présente pour partager sa vision sur l'IA et pas seulement. Ces discussions lui permettent au besoin de réorienter sa politique. En premier, c'est la création d'une agence de l'IA, une agence nationale de l'IA, et ensuite la création d'un hub de l'IA qui va abriter tout ce qui est recherche, un laboratoire de recherche en IA avec le monde académique, tout ce qui est génération de start-up en IA qui vont venir avec des solutions nouvelles, innovantes pour adresser les problèmes de la société. On va aussi utiliser ce hub comme un endroit de training, de formation pour nos populations et nos employés dans les entreprises privées et publiques. Et enfin, un moyen pour le secteur privé de pouvoir justement utiliser ces solutions-là et les démocratiser au grand public. Panel, échange d'expériences, connexion entre chefs d'entreprise, bailleurs de fonds et ministres africains. Ils sont tous à la recherche d'une collaboration efficace pour permettre aux Africains de prendre à l'heure le train de l'IA. Voilà, des efforts pour faire la place à l'IA, mais aussi pour permettre aux Africains d'avoir accès à l'eau, car 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement. Pour corriger ce déficit, il se tient à Kampala, en Ouganda, le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, souhaite que les modèles de financement innovants soient trouvés. Didier Nguissan. L'eau, une denrée vitale, mais elle reste encore inaccessible pour 3 personnes sur 10 en Afrique. L'assainissement qui en découle demeure également un important chantier. Ces 2 problématiques sont au centre des réflexions. Au cours de la dernière décennie, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers plus de 25 millions de dollars afin de soutenir des programmes de renforcement des capacités des acteurs africains du secteur
notamment dans la réduction de l'eau non facturée et la gestion de la qualité de l'eau, avec une contribution de 15 millions de dollars par l'USD. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a rappelé les acquis de l'association lors du dernier congrès tenu à Abidjan. La déclaration d'Abidjan invitait les communautés internationales à considérer l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit indivisible et fondamental. Garantir la disponibilité des ressources en eau, tant en quantité qu'en qualité. Instaurer un mécanisme de financement pérenne pour le développement des services d'eau et d'assainissement. 5 jours durant, les gestionnaires de structures en charge de l'assainissement, les sociétés de production et de distribution d'eau potable, les régulateurs et les responsables de mise en œuvre des politiques publiques partageront les bonnes pratiques. Et ils ont pour mission de faire respecter les bonnes pratiques en ce qui concerne l'environnement. 1020 élèves, officiers et sous-officiers des eaux et forêts issus de recrutement exceptionnel 2023 et 251 agents techniques ont été présentés au drapeau ici à Abidjan. Franck Quadio, Célestin Frodo. Au coude à coude, le port Altier en station droite, voici les nouvelles recrues formant la deuxième promotion sortie de l'école nationale des eaux et forêts ici à l'ex-base Onusi d'Atekoubé. 1020 élèves, officiers et sous-officiers en plus des 251 fonctionnaires des eaux et forêts, dont 218 femmes présentées au drapeau. Les petits garçons dans la maison sont les femmes. La formation était difficile pour nous les petits garçons, mais avec le temps, les encadrants ont réussi à nous amener à aimer, à nous adapter à la formation. La symbolique pour ces nouveaux forestiers issus du recrutement exceptionnel 2023, c'est la réception du corps de chasse des mains du commandant école avant la prestation du serment. Nous nous remettons le corps de chasse, symbole des eaux et forêts. Vous en assurez la garde. Des recrues à cœur de protéger les ressources eau, forêt et faune. La tutelle rappelle le contexte de cette célébration. L'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à son Excellence Alassane Ouattara pour avoir autorisé à travers le Conseil national de sécurité l'accroissement des effectifs des agents techniques des eaux et forêts à travers un programme triennal sur la période 2022-2024, témoignant ainsi de grand intérêt qu'il porte à la sauvegarde du patrimoine forestier. Les forestiers promotion 2023 baptisés du nom du général du corps d'armée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé sont instruits à cultiver droiture et excellence. Aujourd'hui, vous êtes appelés à un devoir sacré, la défense de notre faune, de notre flore et de nos ressources en eau. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine naturel et ce rôle nécessite un engagement absolu, une vigilance constante et un déroulement sans faille. Démonstration self-défense, opération commando et en apothéose, un défilé. La deuxième promotion des eaux et forêts est composée de 26 officiers et de 994 sous-officiers. Je vous propose maintenant de faire une halte à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, depuis 1983, appelée aussi la ville des lacs. Elle en compte une vingtaine, mais le plus visité est le lac aux Caïmans, situé en face de la présidence, lieu de résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Immersion avec Grace Kando. Yamoussoukro, aujourd'hui destination touristique. Au nombre des sites à visiter, les lacs. Une vingtaine au total, dont celui-ci, situé à proximité de la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous rencontrons des visiteurs, chacun avec sa motivation venu apprécier ce plan d'eau. Cet après-midi, on a eu le cours de français et mathématiques. On était un peu épuisés, donc on a décidé de venir au lac pour se déstresser un peu. Genre en voyant les cailloux là, ça nous fait du bien. Les lacs de Yamoussoukro
Des sites touristiques qui ne désemplissent pas. Chaque jour, de nombreux visiteurs, des nationaux et des étrangers de divers continents, à l'exemple de ces Japonais séduits par ces lacs. 10 fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, et chaque fois il vient à ce lac-là pour regarder ces caïmans-là, puis s'inspirer. Et autour de la résidence de l'empereur du Japon, il y a le même genre de lac, il y a des animaux aussi que les gens protègent. Très content de visiter et puis de voir que les mêmes fleurs qui sont là-bas sont ici. Ce qui m'a capté, c'est beaucoup plus les plus petits que je n'ai jamais vus ici. Sinon, généralement, je les vois gros comme ça, les femelles mais aujourd'hui, là, je viens de voir les petits. C'est vraiment très intéressant de les regarder. Sur les lacs de Yamoussoukro, les végétaux aquatiques ont élu domicile. Ils recouvrent progressivement ces superbes plans d'eau. Cette invasion, les visiteurs japonais la trouvent bénéfique. Au Japon, les racines de ces plantes-là qui sont sur ce lac-là, ça se mange. Donc, ils cultivent ça, ça sert aux animaux qui vivent dedans et ça sert à la nourriture aussi des humains. Il y a des ouvertures dans ces racines-là et les gens mangent très souvent le 1er janvier. Quand vous mangez, vous pouvez voir dans le futur ce qui va arriver, vous pouvez prédire. Les plantes aquatiques, richesse pour les Japonais, mais aux yeux des autres visiteurs, un élément de pollution. Ils souhaitent qu'ils soient débarrassés de tous ces déchets. J'ai à Sakasu. Je suis de passage à Yamoussoukro, donc je suis venu ici. J'ai vu les animaux, là, ça m'a plu. Si l'entretien, c'est bon. Comme ça, là, les animaux là, ils seront plus à l'aise. Et puis les visiteurs seront aussi contents. Il y a les visiteurs quand ils viennent aussi, ils jettent les trucs dedans n'importe comment. Et puis il y a toutes les saletés dans le lac là, donc c'est pas du tout bien. Chacun doit faire l'effort à son niveau. Voilà, c'est pas forcément l'État ou bien la mairie qui doit venir faire ça. Nous aussi, on doit dire aussi à nos parents, à tout le monde, l'entretien, c'est pour tout le monde. Les lacs de Yamoussoukro font l'objet d'entretiens permanents. L'œuvre du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, à travers des actions de grande envergure auxquelles s'ajoute la sensibilisation des populations. Et sur la sensibilisation, les populations devraient savoir qu'il existe désormais un prix pour tous ceux qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Les initiatives collectives et personnelles seront récompensées à travers un prix institué par le ministère de l'Environnement. Eugène Atoubé. La reconnaissance de la nation à toutes ces personnes connues ou anonymes qui se seront illustrées par des actions fortes et pertinentes en lien avec les défis environnementaux et dans une optique de développement durable. Une institution à compter de cette année 2025 à travers Ivoire Eco Awards, ou prix du meilleur acteur de développement durable. Le prix Ivoire Eco Awards s'inscrit dans une dynamique qui met en lumière celles et ceux qui, par leurs actions et leurs initiatives, contribuent activement à bâtir une Côte d'Ivoire plus durable. Chaque effort compte et mérite d'être reconnu. Les awards de l'environnement s'inscrivent dans la continuité des actions que mène le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, conformément à la vision du président de la République Alassane Ouattara. 8 prix seront décernés dans 8 secteurs ciblés à raison de 3 lauréats par secteur. Ce sont les secteurs privés et publics, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les institutions éducatives, les médias, le secteur agricole, les innovateurs et les entrepreneurs. On peut avoir 1000 participants mais qui n'ont rien fait en matière de développement durable. Comme on peut avoir 10 participants qui ont posé des actions concrètes en termes de développement durable. C'est ça qui est important. Ma vision, c'est que tous les Ivoiriens soient sensibilisés sur les enjeux environnementaux. Ivoire Eco Award, ou le prix du meilleur acteur du développement durable, est l'une des actions fortes avec le nouveau code de l'environnement, déclinaison du plan stratégique de développement du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. L'appel à candidature sera lancé le 15 février prochain et la remise des prix aux lauréats le 15 juin de cette année lors des Journées nationales de l'environnement. Un autre prix, celui-ci, pour soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat agricole, notamment chez les jeunes. Il est institué par les Pays-Bas. Juliette Oya nous en parle. Le prix de l'innovation agricole
À travers lui, le Royaume des Pays-Bas veut récompenser les projets innovants des jeunes entrepreneurs, start-up, petites et moyennes entreprises ou autres coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le cacao, la culture maraîchère et la noix de cajou sont les 3 filières concernées. Les entrepreneurs peuvent s'inscrire bientôt au hashtag #meilleuragripreneur Ivoire via le site web www.agripreneur.ci et sur les réseaux sociaux spécialement dédiés. Les 3 lauréats recevront chacun un prix comprenant de financement, des formations et des visites d'études aux Pays-Bas pour une valeur globale estimée à 40 millions de francs CFA. Le prix de l'innovation agricole vient ainsi renforcer le partenariat entre les 2 pays. La Côte d'Ivoire étant le premier fournisseur de cacao des Pays-Bas. À noter 42% des importations du Royaume. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas pourront relever les défis auxquels nos systèmes agricoles sont confrontés et construire un avenir meilleur pour tous. Le prix de l'innovation agricole sera décerné en mai prochain lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA 2025. Et lors de ce rendez-vous, la filière riz va présenter ses avancées, elle qui vient de recevoir un appui financier de 150 millions de francs CFA de la part de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Il s'agit de renforcer la compétitivité du riz local en contribuant à l'autosuffisance alimentaire nationale. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Koroko. Dans le cadre de la modernisation de la filière rizicole, l'Union pour le développement des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, UDECACI, bénéficie d'un financement de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF. Ce soutien vise à renforcer les capacités de production de la filière rizicole de cette coopérative. Cela doit contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cela doit contribuer à la mécanisation de l'agriculture et doit contribuer à améliorer les revenus et les conditions de vie de nos producteurs. La subvention a permis l'acquisition d'équipements modernes, notamment des tracteurs, des batteuses et vanneuses de riz, des moissonneuses et des pulvérisateurs. Ces équipements issus du financement USAIDF vont permettre à UDECACI d'améliorer les services de ses membres et d'autre part de mettre sur le marché du riz blanchi de bonne qualité. Quelquefois, nos producteurs ils ont des difficultés pour avoir la main d'œuvre. Donc, avec l'arrivée de ce tracteur, ça va fermer un peu ce vide. Donc, non, c'est un soulagement. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural apprécie l'action de l'USADF. L'USAIDF, dont les actions s'inscrivent parfaitement dans la vision de l'État, transcrite dans le PNIA 2, se projette résolument vers la viabilité des fêtières, le transfert, la transformation, la conservation et la commercialisation de nos produits, mais aussi nous permet de réduire les pertes post-récolte. Créé en 2013, l'UDECACI regroupe plus de 2000 membres et 4 coopératives. Ses domaines de compétences couvrent l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Posons nos valises maintenant à Tengrela, précisément à Ningouni, à la frontière avec le Mali. Dans cette localité, on prône les liens de fraternité et de la cohésion sociale. Suivant cette activité de la préfète du département de Tengrela qui vise à faire barrage à l'insécurité transfrontalière. C'est en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Siekwasi, Jean-Marc Djadji. Orpaillage illégal, vol de bétail, libre circulation des biens et des personnes et surtout contournement des postes frontières, des thématiques de haute portée socio-sécuritaire traitées en plénière et en groupe au cours de cette journée. Les travaux s'achèvent avec d'importantes perspectives. La ligne frontalière fait plus de 200 km de frontière avec le Mali, avec plus de 52 pistes d'accès au Mali. Il fallait donc impliquer les populations elles-mêmes dans la prise de mesures pour pouvoir surveiller cette frontière et c'est ce que nous avons fait.
La rencontre de Ningouni, bien appréciée par les participants. Moi-même, je suis très content avec ça. Parce que pourquoi je dis que je suis très content? Parce qu'il y a beaucoup de choses nous on ne comprenait pas. Mais un atelier comme ça, là, on va se bien compris pour aller parler de nos parents. Pour dire, telle chose, là, si on fait ça, c'est pas bon pour nous. Si on fait ça, c'est ça qui est très bon chez nous. Madame le préfet, il est bon rapport avec ceux du Mali. Donc, il n'y a plus de problème, ce n'est plus comme avant. Après Ningouni, bientôt une autre étape importante dans le cadre de la sécurisation des frontières et la promotion de l'intégration, le réchauffement des activités de la coopération transfrontalière née entre Tengrela et Konodiba, 2 départements tampons, portes d'entrée et de sortie entre la Côte d'Ivoire et le Mali, avec pour identité remarquable la culture sénoufo. On en vient maintenant à ce fait divers. Le feu a encore fait des dégâts dans la commune de Bouaké. Des domiciles ont été ravagés par des flammes ce lundi matin dans les quartiers de Nembo et Air France 3. Si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, les dégâts matériels sont importants. Soro Corona. Plus rien ne reste dans la maison du couple Ekra au quartier Nembo à Bouaké. Un feu d'une extrême violence a ravagé tout le contenu de la maison. Tout est parti d'un matelas qui a pris feu le dimanche 16 février aux environs de 20h. On a vu que le brasseur qui était dans la chambre, on avait vu qu'il y avait un domino qui avait fondu. Donc c'est ce qui a coulé, qui est versé sur le matelas et ça a commencé à prendre feu. Donc on est resté là jusqu'à une certaine heure, jusqu'à minuit, pour voir véritablement qu'il n'y avait rien. Et c'est comme ça qu'on est rentré pour aller se coucher. Donc au matin vers 8h, j'ai ma fille qui criait « Maman, il faut sortir, maman, il faut sortir ». Que la maison est en train de prendre feu. Elle a appelé les pompiers, ils sont venus. Le temps ils vont arriver là, vraiment, tout avait déjà pris feu. À l'Air France 3, toujours dans la commune de Bouaké, secteur Banangoutou, un feu a déclenché dans 2 concessions ce lundi matin. La promptitude et le professionnalisme des éléments de la 3e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire le feu. Aujourd'hui à 9h46, nous avons été alertés pour un feu de chambre. Il s'agissait d'une chambre à l'intérieur de plusieurs maisons en bande. Donc nos équipes ont mis le dispositif en place pour venir rapidement à bout du sinistre. Si aucune perte en vie humaine n'est signalée, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. D'où est venu ce feu? J'ai commencé à sentir des odeurs bizarres. Je me suis levé, je suis venu au salon, je suis venu vérifier, il n'y avait rien. La fumée a commencé à sortir de l'autre côté de la maison. Du moment où moi j'ai couru pour sortir, je vois que la fumée a pris toute la cour. Pour éviter ces genres de drames, des normes sont à respecter dans la construction des maisons ou dits des sapeurs-pompiers. Nous disons à la population de tenir compte des normes de prévention pour la construction des différents bâtiments, parce que ça va faciliter les interventions en cas de sinistre. En cette période de forte chaleur et de violents vents, les populations sont invitées à faire attention au branchement anarchique et à veiller sur les prises avant de sortir des maisons. Et dans le reste de l'actualité, en bref, en image, alors que les dirigeants européens sont réunis ce 17 février à Paris pour décider d'une position commune face à la nouvelle politique américaine, la Hongrie de Viktor Orbán fait entendre une voix de plus en plus discordante. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a sévèrement critiqué l'initiative européenne. Le ministre s'exprimait en marge d'une conférence de presse au Kazakhstan. Et puis, 500 jours tout juste depuis le 7 octobre, le cabinet israélien devrait se réunir ce lundi 17 février pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ce dernier a également annoncé envoyer des négociateurs au Caire après des entretiens à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, soit une certaine avancée. Très belle nuit, Dieu nous garde, bonsoir.